Israël, acte 4. 4 élections législatives ont été organisées en moins de 2 ans. Les dernières ont été organisées le 23 mars dernier. Elles peuvent à nouveau être résumées à une formule simple. Netanyahou, stop ou encore, la question pour l'heure est en suspens alors que les tractations pour mettre sur pied une coalition sont toujours en cours. Et pour en parler, qui de mieux que Sami Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po Paris. Bonjour, vous êtes auteur d'un livre qui sort chez Fayard, Israël, une démocratie fragile. La situation d'incertitude politique actuelle n'est pas nouvelle. Je l'ai dit, elle date d'au moins depuis 2 ans. Et vous le rappelez très bien dans votre livre, cette fragilité, cette incertitude politique, elle peut en fait être tracée. On peut la remonter finalement aux origines de la démocratie israélienne, à ce que vous appelez le péché originel de la démocratie israélienne. Expliquez-nous. Alors, le péché originel, effectivement, renvoie aux années 40-50. En 1948, lorsque les pères fondateurs ont créé l'État d'Israël, ils avaient proclamé dans ce qu'on a appelé la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël un certain nombre de principes. Parmi ces principes, il y avait le renvoi à toutes les valeurs de la démocratie, égalité des droits à tout le monde, justice sociale, etc., etc. Alors, ce qu'on constate, c'est que sur 2 plans, cette promesse n'a pas été tenue. La promesse d'égalité pour tous, elle ne s'est pas appliquée à la minorité arabe, parce qu'on sortait de la guerre en 1948, donc les Arabes d'Israël étaient tenus en suspicion. L'État d'Israël a déployé un régime d'administration militaire qui était assez rigoureux et assez sévère à leur encontre, qui limitait les droits des déplacements, limitait considérablement leurs droits personnels et leurs droits politiques. Par la suite, l'administration militaire en 1966 va être levée. Cela étant, on pourra revenir là-dessus, il n'y a pas véritablement égalité entre majorité juive et minorité arabe. Ça, c'est le premier point. Tous ne sont pas égaux en droit. Les Juifs le sont plus que les Arabes. C'est ce que vous écrivez. Oui. Les Juifs sont plus que les Arabes. Je vais vous expliquer pourquoi. Au fur et à mesure que le temps est passé, la minorité arabe a acquis davantage de droits personnels, des droits politiques, le droit de former des partis politiques, le droit de participer aux élections, de se présenter à la Knesset, d'avoir des députés. Cela étant, le noyau fondamental, c'est quoi? C'est le droit de propriété sur la terre d'Israël. Et ça, la majorité juive n'accepte pas que la minorité arabe puisse se déclarer propriétaire de ces droits. Ce qui va conduire à la loi fondamentale de l'État-nation en 2018, qui dit clairement, il n'y a que les Juifs qui peuvent s'autodéterminer sur la terre d'Israël. Personne d'autre. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette analyse que vous faites finalement sur la nature même de cette démocratie israélienne. Vous dites finalement Israël n'est pas une démocratie libérale, un peu à l'image des États-Unis, du Royaume-Uni, finalement de tous les régimes d'Europe de l'Ouest. Expliquez-nous en quoi Israël n'est pas un régime libéral, une démocratie libérale. Une démocratie libérale implique un certain nombre de critères. D'abord, l'imposition, la possibilité d'avoir des contre-pouvoirs. La démocratie ne se limite pas simplement à des élections. Il faut qu'il y ait tout un système de contre-pouvoirs. Ce qu'on constate, c'est que dans la démocratie israélienne, les contre-pouvoirs sont très faibles. Le seul contre-pouvoir institutionnel véritable, c'est la Cour suprême. Contrairement aux États-Unis, par exemple, ou contrairement à la France, où il y a tout un système de contre-pouvoirs. Aux États-Unis, il n'y a pas un seul pouvoir qui peut s'arroger la primauté la primauté sur tous les autres pouvoirs. Aujourd'hui non plus en Israël, quand on regarde un Premier ministre qui est mis en examen, un procès... Alors, non, attendez. Je ne dis pas qu'Israël n'est pas une démocratie. Israël est une démocratie dans le sens, il y a une Cour suprême, il y a des élections libres, il y a une police vigoureuse, il y a un conseil juridique du gouvernement qui peut mettre en accusation un Premier ministre et l'envoyer en prison. Et d'ailleurs, un président de l'État a déjà été envoyé en prison. Cela, je ne le conteste pas. Là où je dis qu'Israël est une démocratie fragile, c'est qu'il n'y a qu'un seul contrepoids, c'est-à-dire que la seule institution capable de limiter les pouvoirs du système exécutif
et du pouvoir législatif, c'est la Cour suprême. Aucun autre ne peut le limiter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une police qui peut voilà, incriminer et mettre en accusation un Premier ministre. Bon, donc, si la Cour suprême, comme je le crains, continue à subir des assauts de la part de la droite au pouvoir, qui tente de la priver de son pouvoir de contrôle de la constitutionnalité des droits. Si ça arrive, eh bien Israël sera dans une situation où il n'y aura plus de contre-pouvoir institutionnel. Vous proposez 6 moments clés pour expliquer comment on en est arrivé là. Hein. Finalement, parmi ces épisodes clés, il y a ce que vous appelez, à partir des années 70, la revanche du religieux. Ça correspond à la montée du sionisme religieux en Israël. Est-ce que cette montée était inéluctable et à quoi elle est due finalement cette montée Non, du sionisme inéluctable, religieux? je ne dirais pas. Non, je pense que rien n'est vraiment inéluctable. Il y a eu des événements. L'événement fondateur qui va permettre au sionisme religieux, qui existait déjà, il existe déjà avant 1948, l'événement fondateur, c'est la guerre des 6 jours, la conquête des territoires et le fait qu'une petite minorité des sionistes religieux, jeunes, messianiques, vont essayer et réussir à conduire toute une politique de colonisation des territoires, de construire certains appellent des colonies, d'autres appellent ça autrement, moi j'appellerais ça des colonies. On constate que ce courant-là, qui était un courant relativement minoritaire. Ben Gurion considérait qu'il allait disparaître. Et modéré. Le courant sioniste religieux était, dans les années 60, un allié du Mapai et était modéré sur le plan de la politique étrangère. Et très social. Voilà. Donc il y a tout le courant de la jeunesse sioniste religieuse qui va émerger, aller de l'avant, bousculer les pères fondateurs qui étaient au pouvoir dans les années 60 et se faire le fer de lance de la colonisation dans les territoires occupés. Et là, véritablement, on a un changement extraordinaire en Israël. On voit un courant qui était relativement moribond devenir un des courants principaux de la vie politique israélienne. Aujourd'hui, les sionistes religieux forment 12% de la population israélienne, mais leurs idées sont beaucoup plus largement répandues. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 24% des Israéliens qui sont d'accord avec leurs idées. Et justement, comment vous expliquez que ce courant ait autant d'audience aujourd'hui en Israël ? Eh bien, écoutez, je crois que quelque part, ils ont réussi à faire croire que les nouveaux sionistes, c'était eux. Que le sionisme de gauche qui avait créé l'État d'Israël, c'est de la vieille histoire. C'est terminé. C'était pas des gens qui avaient la foi religieuse comme eux. Ils n'étaient pas aussi attachés à la terre. C'était des gens qui étaient prêts à des compromis avec les Arabes. Tout ça, pour eux, est terminé. Et ils se présentent comme voilà les véritables sionistes, les véritables héros de l'épopée sioniste israélienne. Ça va marcher. Beaucoup de gens sont souvent pas tout à fait d'accord avec la politique conduite dans les territoires occupés, mais ils les admirent. Ils admirent ces gens-là qui ont réussi à un véritable exploit. On en vient à ces années Netanyahou, vous appelez ça les années Netanyahou. C'est une période en elle-même, 12 ans consécutifs maintenant à la tête de l'État. C'est une période qui accentue, selon vous, les dérives de la démocratie israélienne. Pourquoi ? Écoutez, à partir de 2009, quand Benjamin Netanyahou revient au pouvoir, il s'allie avec des partis d'extrême droite, comme celui avec Dor Lieberman, puis le Foyer juif à partir de 2013, qui vont le pousser de plus en plus à affirmer les droits des Juifs sur la terre d'Israël, mais pas seulement sur la terre d'Israël, mais également dans les territoires occupés. Et toute force politique, toute ONG qui critiquerait cette vision, ce grand dessein, eh bien, doit être délégitimée. Et donc, on voit à partir de 2009 toute une série de lois qui vont être promulguées par la droite nationaliste et la droite religieuse en Israël,
contre les ONG, qui critiquent l'État, qui critiquent les violations des droits de l'homme commis par les soldats, vrai ou faux, peu importe, là n'est pas la question, mais il va y avoir toute une série de lois contre les ONG. Série de lois aussi pour affirmer les droits historiques des Juifs par rapport aux Arabes. C'est une série de lois qui vont aboutir, le sommet, c'est la loi fondamentale de l'État-nation en 2018. Et tentative de déstabiliser la Cour suprême en essayant de la déposséder de son pouvoir de contrôler la constitutionnalité. Vous avez, entre 2009 et pratiquement l'entrée de Benny Gantz au pouvoir, au gouvernement plus exactement, en 2020, vous avez toute une période très homogène d'offensives systématiques dans ce sens-là. Est-ce que la période actuelle ne participe pas finalement de ce désordre démocratique qu'on constate en Israël? En d'autres termes, est-ce qu'il faut imputer tous les désordres de la démocratie israélienne actuelle à Benyamin Netanyahou, ou est-ce qu'il faut inscrire cette situation dans un cadre plus général avec ce mouvement populiste qu'on constate partout dans le monde depuis quelques années? Écoutez, je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier facteur est lié au système électoral. Comme vous le savez, le système électoral est à la représentation proportionnelle quasi intégrale, ce qui permet de manière générale de rendre très difficile la constitution de majorités stables. Ce n'est pas suffisant. Ça n'explique pas tout, parce que dans le passé, il y a eu des majorités stables. L'autre facteur, c'est que par rapport à Benjamin Netanyahu, il y a un phénomène intéressant. Benjamin Netanyahu reste très populaire dans son électorat. Il ne bouge pas. Il y a très peu de gens l'ont quitté pour aller soutenir Gideon Sa'ar. Mais, à l'inverse, il y a un rejet de tous les autres partis politiques qui font que aucun de ces partis ne veut s'allier avec Benjamin Netanyahu. Donc nous avons une espèce d'impasse. On ne peut pas faire sans Benjamin Netanyahu, on ne peut pas faire avec Benjamin Netanyahu. Donc, Benjamin Netanyahu est aujourd'hui le principal problème, la principale cause du désordre démocratique actuel. C'est un des problèmes. C'est un des principaux problèmes. Qu'est-ce qui distingue Israël finalement du désordre, encore une fois, plus général qu'on constate dans toutes les démocraties aujourd'hui dans le monde avec cette vague populiste? Qu'est-ce qui distingue Israël, vraiment, sur ce point? Qu'est-ce qui distingue Israël? Bon, je dirais qu'il y a un phénomène par rapport à la dérive des années Netanyahou, c'est que franchement, toutes ces mesures, cette offensive contre les ONG, contre les Arabes, souvent des critiques contre les journalistes, contre les universitaires qui sont dans les cours ne sont pas sécessionnistes. Il y a des groupes d'extrême droite qui vont suivre les universitaires dans l'université pour contrôler et vérifier la bonne parole. Il y a quand même un rapprochement, il y a des similitudes entre cette dérive et un pays comme la Hongrie de Viktor Orban. Lorsqu'on voit comment les ONG sont critiquées, attaquées, comment le gouvernement essaye de s'en prendre à leur financement, Viktor Orban fait exactement la même chose. La question est qui a commencé? Qui s'est inspiré de qui? Ça nous amène à ma dernière question. Vous dites redouter aujourd'hui la fin de l'État juif et démocratique. C'est un pronostic très sombre que vous portez. Je dis que c'est une crainte. Je ne porte pas un jugement définitif. Moi, il me semble que par rapport à la période actuelle, si vous voulez, où nous avons deux camps très, très distincts par rapport à la problématique de la démocratie. Vous avez un camp qui est plutôt conservateur, plutôt religieux, pas seulement religieux, mais plutôt religieux, nationaliste, qui serait prêt à s'accommoder d'une démocratie à minima, d'une démocratie conservatrice. Ce camp-là est regroupé autour de Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu est reconduit au pouvoir avec des partis de droite, il pourrait, avec une majorité de plus de 70 députés, revenir sur tous les acquis de la démocratie israélienne et même faire en sorte que son procès n'ait pas lieu. C'est tout à fait possible. Et de l'autre côté, nous avons un autre camp qui est minoritaire et qui est regroupé autour de personnalités comme Yair Lapid, comme Benny Gantz, et qui sont, eux, davantage favorables à l'état de droit, à la préservation des droits
et des pouvoirs du système judiciaire, on ne sait pas qui va l'emporter. Si c'est le camp modéré, libéral qui l'emporte, on peut dire que la tension qui s'exerce sur la démocratie va se réduire considérablement. Merci beaucoup Samy Cohen d'avoir répondu aux questions d'Acadème. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui paraît donc chez Fayard, Israël, une démocratie fragile. Et puis on vous réinvitera peut-être pour la 5e élection en Israël dans quelques mois, on verra ça. À très bientôt sur Acadème.